Un, deux. Bien, chers collègues, nous allons reprendre les sessions de cet après-midi. Donc, ce matin, on a, dans un premier temps, vu comment ce qu'on va appeler le pôle public a joué un rôle dans la récolte et la valorisation des archives. Et donc, cet après-midi, on va voir comment les fédérations, de leur côté, se sont engagées également dans ce processus-là. Donc, on va passer par différentes activités, donc la boxe, le basketball, l'athlétisme, la plongée. Et on évoquera également une fédération affinitaire par le biais de la FSF. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Stéphane Agéras, donc, qui est docteur en histoire, qui travaille à l'Université de Franche-Comté, et donc qui va évoquer le cas de la boxe. Alors, bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter en fait la création d'un comité d'histoire au sein de la Fédération française de boxe. Comment mettre en avant et conserver le patrimoine et les archives d'une fédération olympique séculaire. Alors, c'est très récent, début 2023, la Fédération française de boxe s'est dotée d'un comité histoire dont les deux objectifs principaux sont d'une part de réfléchir à la valorisation et à la préservation du patrimoine et des archives fédérales, et d'autre part de contribuer à la mise en avant de l'important héritage historique de la boxe en France. Alors, ce comité est pour l'instant composé de Loïc Vacan, sociologue à l'Université de Berkeley, et de moi-même. Il vise à devenir prochainement une commission fédérale. Il a donc plusieurs projets. Alors, pour présenter ces projets, je vais d'abord faire un bref rappel historique sur la boxe et notamment la fédération, parce qu'il y a une contradiction évidente entre un sport historique, prescripteur aussi, et le peu d'intérêt des membres de la fédération pour l'héritage historique. Puis je donnerai quelques précisions sur le fonctionnement de la fédération aujourd'hui. Pour finir, je présenterai les différents projets du comité. Alors, quelques rappels historiques sur la Fédération française de boxe. Alors, elle est née le 12 février 1903. Elle est officiellement créée au 6 boulevard des Italiens, dans ce qui est aussi le quartier de la Grande Presse. Paul Rousseau, rédacteur au quotidien Le Temps, en est le président. Vous l'avez ici. Et Franz Reichel, rédacteur au Figaro, le secrétaire général. Lors de son enregistrement, cette association se compose de 50 sociétés, comptant 14 000 actifs, dont 2 000 pupilles. Elle compte aussi 150 membres honoraires, principalement des notables, parmi lesquels on relève le duc d'Hécaz et le sénateur Charles Imbert. Ses buts sont simples, propager la pratique de la boxe, établir des règles uniformes et propres à chacune des deux écoles de boxe, boxe française et boxe anglaise, et instituer des tournois réservés aux amateurs et aux professionnels. Alors, début du XXe siècle, la boxe est un sport en France quasi inconnu. Pourtant, elle est déjà très à la mode en Angleterre depuis le XVIIIe siècle. C'est même un des premiers sports codifiés avec le golf. Donc, la boxe, c'est 1743, un sport codifié au XVIIIe siècle, le golf 1744 et le cricket 1727. Donc, ces sports qui ont été codifiés dès le XVIIIe siècle et non au XIXe siècle. Elle est aussi le premier sport mondialisé, alors puisque la boxe invente le championnat du monde, en témoigne notamment cette lithographie de Jéricho, qui raconte un combat entre un Anglais, le blanc, Tom Cribb, et un Américain, Tom Molyneux, en 1811. Et cette lithographie, donc, nous rappelle que la boxe est déjà, institue les championnats du monde, puisque vous avez des Américains qui traversent l'Atlantique pour affronter des Anglais, et vice-versa, des Anglais qui traversent l'Atlantique pour affronter des Américains, dans ce que les Anglais appellent déjà le championnat du monde. La boxe fabrique aussi les premières célébrités médiatiques. Alors, notamment aux États-Unis, avec John L. Sullivan, un boxeur américain, champion du monde des poids lourds entre 1882 et 1892, premier athlète au monde à devenir une célébrité médiatique, donc extrêmement célèbre à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, peut-être plus célèbre encore que le président même des États-Unis. Alors en France, comme je l'ai dit, elle est peu connue et surtout illégale.
Elle est en contradiction avec les articles 309 et 311 du Code pénal qui condamnent l'atteinte opérée volontairement et brutalement par une personne à l'autonomie physique d'une autre personne. Pourtant, en moins de 15 ans, donc 1900-1914, la boxe s'impose en sport roi du Paris d'avant-guerre. Elle connaît un véritable âge d'or entre 1912 et 1914, devenant même probablement le sport le plus populaire de France durant ces 2 années. La fédération a bien sûr largement contribué à ce succès. Alors, appuyée par des grands organes de presse, cette dernière va organiser et structurer la boxe amateur à l'échelle nationale, d'abord en créant des championnats de France en 1903, puis à partir de 1910 des championnats régionaux et départementaux. Vers 1909, elle assoit définitivement son autorité sur la boxe professionnelle, et en 1913, elle prend même le contrôle de la boxe internationale, en créant à Paris la première fédération internationale de boxe, l'International Boxing Union. Alors ce dynamisme se traduit dans les chiffres. La boxe, c'est en France, en 1910, 20 sociétés et environ 1500 licenciés. En 1914, c'est 180 clubs et 15 000 licenciés. Donc un véritable dynamisme, comme je l'ai dit, un âge d'or de la boxe anglaise en France avant la Première Guerre mondiale. La boxe va rester très populaire en France jusque dans les années 70, puis décliner au profit ou aux dépens d'autres pratiques peut-être plus policées dans la violence, comme le judo. Alors, elle fabriquera aussi en France des grandes vedettes sportives, véritables icônes médiatiques, Georges Carpentier, Marcel Cerdan et Jean-Claude Boutier, probablement la dernière grande star de la boxe professionnelle dans les années 70. Elle est sport olympique depuis 1904. Elle donnera 6 champions olympiques à la France. Paul Fritsch en 1920 à Anvers, Jean Despo et Roger Michelot à Berlin en 1936, Brahim Asloum à Sydney en 2000, Estelle Mosley et Tony Yoka à Rio en 2016. Donc 6 champions olympiques pour pratiquement plus d'un siècle d'existence. Alors, la fédération aujourd'hui. Depuis quelque temps, on assiste à un renouveau de la boxe en France. Comme je l'ai dit, c'est un sport qui avait décliné dans les années 70, à partir des années 70. Puis là, on retrouve un certain dynamisme. Alors, on le voit notamment à travers les publicités, la pratique aussi de certains hommes politiques, certaines stars de la boxe. Bon, ça dit des choses aussi sur peut-être le capitalisme, puisque la boxe est peut-être le sport le plus capitaliste qu'il soit, mais là c'est un autre débat. En tout cas, on voit un vrai regain pour la boxe aujourd'hui. Et en termes de licenciés, la Fédération française de boxe, elle a su adapter son offre, puisque aujourd'hui, c'est 64 000 licenciés, un peu plus de 64 000 licenciés, mais c'est seulement 350 boxeurs professionnels et environ 5 000 boxeurs amateurs. Ce qui veut dire que le gros de l'effectif des boxeurs aujourd'hui sont des non-compétiteurs. Alors pendant longtemps, la boxe était exclusivement réservée à la compétition. Depuis les années 90, on va dire, elle a diversifié son offre. Le gros des compétiteurs sont aujourd'hui des boxeurs loisirs ou des boxeurs qui pratiquent ce qu'on appelle la boxe éducative. Autre renouveau, la pratique féminine. La boxe olympique est devenue féminine depuis 2012. Et aujourd'hui, un quart des licenciés à la Fédération française de boxe sont des boxeuses. Mais si la boxe est un sport historique, comme je l'ai dit, incontestablement, la fédération n'a pas su ou pas voulu valoriser cet héritage. On l'a dit, tout à l'heure, Denis l'a souligné, bien sûr, les fédérations sportives sont ont plus comment dirais-je, sont plus tournées vers le futur, enfin du moins le présent, et puis après le futur. L'objectif, ce sont avant tout les résultats. Donc quand on leur parle d'histoire, il faut qu'elles aient quand même une certaine sensibilité à cette discipline. Alors quelques exemples illustrent mon propos. D'abord, dans ses autobiographies, Georges Carpentier regrette qu'il n'ait pas été davantage sollicité par la Fédération française de boxe, après, dans sa retraite. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de boxeurs qui trouvent qu'une fois qu'ils arrêtent, ils sont complètement oubliés par la fédération. Un autre exemple,
En 1903, pour le centenaire de la Fédération, aucune manifestation prévue. Ils ont édité un petit fascicule pour commémorer le centenaire de la Fédération, mais sinon, rien de plus. Puis enfin, quand je commence ma thèse, en 2013, donc je prends rendez-vous avec la Fédération, on me reçoit surtout en tant que licencié, à l'époque j'étais président de club, mais non en tant que chercheur, pour au final me dire qu'il n'y a pas d'archives, tout a été brûlé ou disparu, donc ils n'auraient pas conservé d'archives. Heureusement, le nouveau président, donc, qui s'appelle Dominique Nato, qui est président depuis 2020, est plus sensible à l'histoire. Il est assez porté justement sur l'histoire de son sport. Et c'est sous son impulsion que sera créé le comité Histoire, donc début 2023. Alors quels sont les projets de ce comité Histoire? Alors des projets à court terme déjà, donc avec la création d'un musée virtuel, donc un musée qui visera à protéger et mettre en valeur le patrimoine de la boxe anglaise en France. Les locaux actuels de la fédération ne permettent pas l'accueil du public. Le musée fera vivre ses collections par différents biais, visites virtuelles, expositions itinérantes, réseaux sociaux, site internet officiel de la Fédération française de boxe. Donc l'objectif, c'est aussi de faire vivre les objets, et notamment, alors, petite anecdote, là, dans les locaux de la Fédération française de boxe, donc ils sont situés à Pantin, quand vous arrivez, la porte d'entrée, vous avez une machine à café à droite, et là, vous avez cette balance. Et en fait, cette balance qui est exposée comme ça à côté de la poubelle, d'ailleurs, c'est très marrant, cette balance, c'est la balance qui a servi à la pesée du match Jean-Claude Boutier, Carlos Monzon, en 1973, donc fameux match qui s'est déroulé au stade Roland-Garros. Donc voilà, les objets de la fédération, ils sont là, ils sont présents, on sait qu'ils ont une histoire, on en parle, mais ils ne sont pas mis en avant. Donc l'idée, bien sûr, avec ce musée virtuel, c'est de mettre en avant ces objets. On peut aussi, l'objectif, c'est créer un espace muséal au sein des locaux de la fédération, donc un espace muséal beaucoup plus restreint, avec, en redessinant l'accueil des locaux afin d'inscrire le patrimoine de la boxe dans ses murs. Alors il y a déjà une fresque qui a été créée, avec une frise chronologique. Et puis, c'est aussi ce comité Histoire, la création, dans un objectif, l'organisation d'un colloque par an, donc un séminaire qui sera l'occasion de mettre en avant les recherches et l'actualité sur la boxe. Le premier colloque a déjà eu lieu le 15 septembre, Salvagram, donc il a fait partie des Olympiades culturelles, et chose qui était intéressante, participait aussi, au même moment, le CNC a restauré un film qui s'appelle Le Roman de Carpentier, qui date de 1913, et ce film, dans la soirée, a été projeté. Donc il y avait une association entre ce colloque organisé par la Fédé et puis la projection du film Le Roman de Carpentier par le CNC à la salle Wagram. À moyen et long terme, l'objectif, c'est aussi de recruter un archiviste ou faire appel à un stagiaire en master, alors justement, on pourra en discuter, pour trier les archives, les répertorier. Donc on a déjà commencé à réfléchir à ça, bien sûr, au sein de ce comité Histoire. Et puis, c'est de créer un centre de recherche et de documentation qui se trouvera au siège de la Fédération, qui conservera une partie des archives de la Fédé, une autre partie sera donnée aux archives nationales. Et ce lieu sera ouvert sur rendez-vous aux chercheurs désirant effectuer des recherches en lien avec la boxe. C'est aussi dans un objectif à moyen terme, la création d'un prix qu'on appellera prix Tristan Bernard, afin d'encourager la recherche sur l'histoire et le patrimoine de la boxe. Un prix sera décerné aux chercheurs sur l'histoire de la boxe. Ce prix récompensera, par exemple, tous les 2 ans, des mémoires de niveau Master 2, quelle que soit la discipline, pour encourager, bien sûr, la recherche sur la boxe. Et c'est enfin la création d'un Hall of Fame de la boxe, ou une Académie nationale de la boxe, pour célébrer tous ceux qui ont marqué et marquent encore l'histoire de la boxe en France, boxeurs, boxeuses, entraîneurs, arbitres, dirigeants, personnalités. Chaque année, une nouvelle promotion entrera à l'Académie. Une première promotion appelée les Éternels de la boxe sera nommée à titre posthume, et notamment avec les boxeurs morts lors de la Première Guerre mondiale, boxeurs dirigeants morts lors de la Première Guerre mondiale ou lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin,
un dernier projet, la création d'un trophée Georges Carpentier, qui récompensera un boxeur ou une boxeuse de la saison. Donc le trophée évoquera la silhouette de Georges Carpentier, hommage au style et à la créativité de l'un des boxeurs les plus marquants de l'histoire de la boxe en France. Voilà, ce trophée sera remis aux lauréats chaque année à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération française de boxe. Et un dernier projet qui rentre plutôt dans les divers, création de mallettes pédagogiques à destination des enseignants en histoire sur le thème de la boxe, avec divers projets, boxe et héros, boxe et olympisme, boxe et racisme, etc. Donc un comité avec plein de projets reste bien sûr à le pérenniser déjà et puis faire en sorte qu'il se transforme en commission pour que ce comité puisse réellement avoir les moyens d'exister. Je vous remercie de votre écoute. Bien, merci d'avoir respecté le temps à la seconde près. Merci également d'avoir montré comment, à un moment, des fédérations arrivent à se mobiliser par le biais d'acteurs qui ont une sensibilité particulière à l'histoire ou à certains projets, et donc comment ça permet du coup de mettre une dynamique en place avec le monde de la recherche. Donc, merci beaucoup. Et la question des objets est très intéressante de ce point de vue-là et de leur mise à valeur ou non d'ailleurs. On va accueillir, donc on procédera aux questions à la fin des présentations. Et donc nous allons accueillir maintenant Daniel Champsor, qui travaille à la Fédération française de basketball, au service archives et patrimoine, si c'est exact. Okay. Donc je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. De la même manière. Merci. Il y a plusieurs choses sur la clé, c'est le seul PowerPoint de présentation. Voilà. De toute façon, c'est juste illustratif. Et donc, je peux faire défiler. Ok, merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Daniel Champsor et je suis responsable du service archives et patrimoine de la FFBB. Que nous animons avec ma collaboratrice Anne-Catherine Gracio, ici présente. Je suis arrivé en 2007 à la fédération de basket en tant qu'archiviste, et le service en tant que tel a été créé en 2010. Le recrutement d'un archiviste s'est fait dans le contexte de l'anniversaire des 75 ans de la fédération, et en 2007, sous la pression amicale du musée du basket. Le musée du basket est une association distincte de la fédération, et nous allons revenir un petit peu sur l'histoire de ce musée, qui est fondamentale pour comprendre de quelle manière la fédération a pris en compte son histoire et son patrimoine. Et on va revenir sur l'évolution des relations entre le musée et la fédération, et sur le lien actuel. On va évoquer les différents acteurs concernés et les principaux projets qui sont menés à la fédération en matière de collecte, de conservation et de mise en valeur de ces archives et des objets conservés au musée. Et on va évoquer le rôle et la place du service archives et patrimoine. La question sous-jacente qu'on voudrait poser derrière cet exposé pourrait être simplement: quel est l'intérêt pour une fédération sportive de prendre en charge la gestion de ses archives, de s'intéresser à l'histoire du sport qu'elle organise? Nous sommes ici, a priori, devant un public particulièrement convaincu de l'intérêt de bien conserver les archives. Mais quelles sont les préoccupations dominantes pour une fédération ? En l'occurrence, celle de basket. Les équipes de France, l'organisation des championnats, les licenciés, les ressources. Quelle place pour les archives et le patrimoine dans la vie d'une fédération au rythme de l'éternel recommencement des saisons sportives et dont les perspectives les plus lointaines excèdent rarement la durée d'une Olympiade? Je vais vous parler un petit peu du musée du basket. Donc, encore une fois, l'existence du musée du basket est fondamentale pour comprendre comment s'est développée la question du patrimoine à la fédération. Ce musée a été fondé en 1983 par M. Gérard Bosc. Gérard Bosc, qui a été entraîneur de club, qui a été entraîneur ici même dans ces murs à l'INSEP, qui a été directeur technique national, qui a rédigé de nombreux ouvrages techniques incontournables avec son camarade Bernard Gros-Georges. C'est une personnalité reconnue et respectée du basket français. Et ça a un sens dans l'évolution des choses et dans la manière dont le patrimoine a pu être pris en compte à la fédération. Donc, partant du constat que la fédération se préoccupait pas réellement de son histoire et de celle de son sport,
ce qui était en effet pas tellement en vogue dans les fédérations sportives en France dans les années 80. Il s'est dit, puisque personne ne le fait, je vais le faire. Donc fin décembre 83, le centre de documentation sur le basket national voit le jour sous l'impulsion de Gérard Bosc et de René Lozac. L'objet de l'association, selon les statuts déposés en préfecture, est de, ouvrez les guillemets, rechercher, recueillir, restaurer, reproduire, diffuser, conserver et exposer des documents et les objets de toute nature se rapportant au basketball et à son histoire. Ce faisant, l'association s'efforce de protéger le patrimoine du basket français. La nouvelle structure s'installe à Bondy, sous les travées du Palais des Sports de Bondy, dans un local qui permet le stockage des collections dans des conditions médiocres et qui ne permet absolument pas l'accueil du public. On va voir que le lien avec la fédération est essentiel sur ce point, puisque finalement, mon travail sur le plan du patrimoine est essentiellement de faire vivre les collections du musée et de toutes ces collections remarquables qui ont été accumulées, de trouver des solutions pour les présenter au public de différentes manières, avec un idéal régulateur lointain encore, celui d'avoir un jour un véritable musée. Donc en 1991, l'association prend le nom de Musée du basket, et avec peu de moyens, mais grâce notamment à l'aura de son président dans le monde du basket, le musée réussit à constituer des collections remarquables, par dons et acquisitions. Tout ceci commence dans une forme d'indifférence polie, pour reprendre les termes de Gérard Bosc. Le soutien de la FFBB cependant s'affirme, par le biais de subventions au musée notamment, et les suggestions du président du musée du basket au président FFBB d'alors finissent régulièrement par aboutir. C'est notamment ainsi que la suggestion d'embaucher un documentaliste débouchera sur le recrutement d'un archiviste. Quelques mots donc maintenant sur le service tel qu'il est aujourd'hui. Il est actuellement rattaché au pôle marque de la FFBB, qui regroupe également les services communication et marketing de la FFBB. À l'origine, le service faisait partie du pôle administratif, parce qu'on considérait que le volet administratif de la gestion des archives dominait. Et tout ça n'est pas forcément anodin dans la vision interne de ce que représente le service et de ce qui peut être fait aussi. Il est clair que le service a maintenant beaucoup plus de facilité à monter des projets avec la communication, avec les moyens qui vont avec, que dans son précédent rattachement. Donc, sur les archives, tout a été dit ce matin, mais je vais quand même répéter un petit peu. La fédération participe à l'exécution d'une mission de service public. Elle reçoit délégation de l'État par l'intermédiaire du ministère des Sports. Ça a des conséquences sur le statut de ses archives. En théorie, on distingue les archives issues des missions de service public et celles qui relèvent de l'activité privée de la fédération, comme la gestion de ses salariés par exemple. En pratique, le distinguo est impossible et on doit envisager les archives de la fédération comme un ensemble. La mission du service est donc d'organiser l'archivage à la FFBB dans le respect des normes, collecte, conservation, destruction, etc., et de préparer les outils tels que les tableaux d'archivage nécessaires à cette gestion. L'organisation des archives de la FFBB et les procédures qui l'accompagnent ont été mis en place quand le poste a été créé. Ça a été la première chose à faire, et il faut bien comprendre qu'avant la constitution d'un service, en simplifiant, on pourrait dire qu'il n'y avait pas d'archives à la fédération, pas d'archives historiques. Et simplement, depuis que le service existe, il y a un fonds qui est en train de se constituer. Par l'aboutissement des archives au bout de leur cycle de vie, certaines acquièrent le statut d'archive historique, et également par la collecte de fonds privés. Une collecte qui se fait de manière un petit peu automatique grâce à l'aura du musée du basket dans le milieu du basket et de son ancien président. Son président actuel d'ailleurs est dans la salle, c'est Michel Rat ici présent. Qui a pris la suite. Et donc, une partie des archives historiques conservées à la fédération sont en fait des dons d'anciens joueurs, d'anciens journalistes, d'anciens entraîneurs qui nous contactent pour nous proposer de remettre leurs fonds au musée, avec la volonté que ces fonds soient accessibles. Et nous, c'est bien ce qu'on souhaite proposer, classer ces fonds et dans notre centre de recherche et documentation, permettre aux chercheurs, aux étudiants, aux journalistes et aux passionnés de les consulter. Sur le plan du patrimoine, le principal enjeu, on l'a dit, c'est la relation avec le musée du basket. Et en fait, de fait, tous les projets qui sont liés au patrimoine à la fédération sont menés de concert avec le musée. Plus largement, le service a un rôle de coordination par rapport aux différents acteurs concernés par le patrimoine. Ces acteurs sont notamment une commission patrimoine, un petit peu comparable avec ce qu'on vient d'entendre, qui a un rôle important pour la constitution et l'animation d'un réseau dans les régions et les départements. On a aussi des relations avec les commissions régionales qui se développent. Ça, c'est un point important pour faire en sorte qu'il n'y ait pas seulement à la fédération qu'il y ait quelque chose qui se passe, au niveau archives et au niveau objet aussi, côté musée.
On a des relations avec le Club des internationaux, qui, entre autres objectifs, cherche à mettre en valeur les anciennes joueuses et les joueurs des équipes de France. On a des relations aussi avec un partenaire privilégié qui est l'UCJG, l'Union chrétienne des jeunes gens, qui sont les propriétaires de la plus ancienne salle de basket au monde, répertoriée en tout cas, dans la mesure où le gymnase originel de Springfield a brûlé, et c'est pas très loin d'ici, c'est dans le 9e arrondissement, rue de Trévise. D'ailleurs, on devra vous quitter un petit peu plus tôt, parce qu'on va à une rencontre tout à l'heure, dans le cadre du soutien que la fédération apporte au projet de restauration du dit gymnase. Et signalons aussi le fait que le service gère l'Académie du basket, qui, toute proportion gardée, est le Hall of Fame du basket français. D'ailleurs, on voit bien que les fédérations s'observent les unes les autres et se soutiennent dans les démarches qu'elles entreprennent. Si on a écouté l'intervention précédente, il y a beaucoup de parallèles dans les choix qui sont faits et dans les projets. Quelques mots sur les projets principaux qui sont menés par le service. Donc on a un espace muséal à la Fédération, ce n'est pas un musée, c'est un espace muséal, dans lequel on accueille quand même des visiteurs dans le cadre des Journées du patrimoine, et on accueille également un public scolaire. Quand on nous contacte, on fait des visites, et ma collègue Anne-Catherine Gracio assure l'essentiel de nos visites à la Fédération. On a un musée virtuel, qui était un des premiers projets qu'on a mis en place pour faire vivre les collections du musée en l'absence de possibilité de recevoir le public. On a un centre de recherche et de documentation destiné aux chercheurs, étudiants, journalistes et passionnés, dans lequel on met à disposition les archives historiques qu'on est en train de constituer et la bibliothèque du musée du basket. Parce qu'il y a une bibliothèque d'ouvrages techniques et historiques remarquables qui a été constituée par Gérard Bosc principalement. Un autre projet qui a été important quand on est arrivé, c'est qu'on s'est mis en relation avec la BNF et pour numériser et mettre en ligne la revue fédérale ainsi que plusieurs périodiques conservés au musée. Donc maintenant tout ça c'est accessible sur Gallica et il y a eu une suite puisque d'autres fédérations comme l'athlétisme, le handball, la FSGT, etc. Ont pris le même chemin et ce qui est en train de constituer un véritable corpus sur Gallica très intéressant sur la question du sport. On a des expos itinérantes, on a des expos liées à des événements. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps presse. Si juste un petit exemple, par exemple, on va exposer on va faire une exposition liée aux Jeux Olympiques sur les grilles de l'Hôtel de Ville en janvier-février. Et ça, c'est vraiment un projet de valorisation, un petit peu distinct de tous les projets qui visent plutôt un public universitaire. On y reviendra. On a co-organisé des colloques historiques. Le dernier en date, ça s'appelait le Continent Basket, l'Europe et le basketball au XXe siècle, dont les actes ont été publiés en 2015. On a créé un prix universitaire, le prix de la rue de Trévise, qui vise à encourager la recherche historique et socioculturelle en lien avec le basket français. Et le prix a été remis pour la première fois en 2011 et compte à ce jour 4 lauréats. On est en train d'entreprendre une campagne de numérisation d'archives audiovisuelles. Le projet est déjà en cours sur les photographies. Le musée a à peu près 12 000 photographies. On les numérise au fur et à mesure. Et on va se lancer, et notamment avec l'aide du service de Julien Faro, qui est ici présent, pour pouvoir évaluer nos archives audiovisuelles sur tout ce qui est sur film. Parce que nous, on n'a pas les capacités techniques de lire ces documents, donc on vient régulièrement ici, on venait régulièrement ici, on va le reprendre, visionner ce qu'on a pour pouvoir le décrire et choisir de le numériser ou non. Et enfin, une des ambitions du service, c'est de se glisser dans la formation. On aimerait bien, c'est une sorte d'idéal régulateur, mais on aimerait bien que tous les basketteurs au sens large, que ce soit les joueurs de haut niveau ou joueurs de tous les championnats, les arbitres, les salariés, les élus de la FFVB et le public, dans leur parcours, entendent parler d'histoire du basket au moins 1 heure, d'une manière ou d'une autre. Alors on commence par ce qui est proche de nous, les salariés de la fédération, et puis on essaye d'étendre ça. On essaye aussi avec les jeunes joueurs de l'INSEP qui ne sont pas très loin d'ici, de leur donner quelques notions de l'histoire de leur sport. Alors avec les basketteurs, ça fonctionne très bien parce que on peut assez vite les accrocher sur des choses qu'ils font tous les jours. Quand on leur explique pourquoi ils dribblent, pourquoi l'arceau est à 3,05 m, pourquoi ils ont une ligne à 3 points et qu'ils ne le savent pas, on peut ensuite les accrocher sur des choses un petit peu plus techniques ou rébarbatives a priori pour expliquer les choses. Pour revenir à la question que je posais au début sur
sur la notion d'histoire et de légende, et sur est-ce que c'est vraiment compatible. Vous avez vu dans cette liste de projets un petit peu en vrac, il y a certains projets qui sont destinés à un public universitaire, les colloques, prix de la rue de Trévise, la numérisation sur Gallica, etc. Et d'autres qui sont tournés davantage vers le public basket ou le grand public. Et certains projets ou missions sont au service pur de la communication de la FFVB. Je pense à l'Académie du basket, par exemple, et peuvent paraître assez éloignés de ce qui préoccupe un historien. Et on en revient alors à la question posée au départ. La fédération est une association qui a pour objet d'organiser, de diriger et de développer le basket en France. Pourquoi devrait-elle se préoccuper de son patrimoine ? Est-ce que c'est par respect de ses obligations de service public ? Mais il faut bien dire qu'avant que j'arrive à la fédération n'avait aucune idée de ses préoccupations de service public et de l'obligation de conserver ses archives. Est-ce que c'est par intérêt au service de sa communication, de son image et des valeurs qu'elle souhaite incarner ? Est-ce que c'est par une forme d'obligation morale, de devoir de transmission, de volonté de protéger un héritage ? Quelle place pour les archives ? Quelle place pour l'historien ? Une fédération n'étudie pas l'histoire, mais propose un récit, avec ses héros et ses hauts faits. L'histoire et les légendes sont-ils compatibles ? Pour la fédération et pour ce qu'on appelle plus généralement la famille du basket, il y a une quête d'identité, une définition d'une culture commune et le renvoi d'une image positive. On recherche dans le passé des valeurs à mettre en avant. Et c'est pour ça que les commémorations et les célébrations sont très en vogue chez nous. L'historien, lui, interroge, analyse, problématise. Pourtant, ces deux manières d'appréhender le passé ne s'opposent pas nécessairement, et encourager le travail des historiens pour la fédération démontre une capacité à prendre du recul, à accepter un regard critique et permet de s'appuyer encore davantage sur sa propre histoire. Et dans ce contexte, la communication interne est importante. Il faut veiller à inscrire le service et ses missions au sein de la FFBB et rappeler en permanence à quoi on sert et faire cohabiter des projets on va dire, qui parlent directement à la fédération sur la valorisation en communication, ce qui permet après de faire des projets, on va dire, plus ciblés à destination d'un public universitaire, par exemple. Et je vais conclure là-dessus. À mon avis, les fédérations ont absolument besoin que les historiens et les archivistes ne voient pas uniquement les fédérations comme un endroit de service où on vient chercher les archives pour les consulter, mais on aura besoin d'eux pour être accompagnés, pour valoriser aussi. Les fédérations ont besoin d'entendre que ce qu'elles font sur le sujet est important, et pour participer au projet et les construire avec les fédérations. Même s'il y a quand même un point important, les historiens et les archivistes et les fédérations doivent rester chacun dans leur champ aussi. Par exemple, à la fédération, il y a des historiens qui sont dans notre commission patrimoine. Nos règlements précisent que pour faire partie d'une commission FFBB, il faut être licencié. On a fait une dérogation pour ces historiens, pour qu'ils gardent une indépendance vis-à-vis de la fédération. Et je vous remercie de votre attention. Alors j'avais quelques objets, mais c'était simplement... je les défile très vite, pour vous donner une petite idée de ce qui est conservé au musée. Et par-ci, par-là, vous verrez aussi des documents d'archives qui se glissent. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous rendre visite, parce que là, je passe très vite. Et voilà. Et ça vient d'ici. Ça fait partie des archives qu'on a recueillies. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, donc, qui met en avant effectivement la nécessité de synergie, tout en gardant une certaine indépendance, donc c'est très important. Merci d'avoir accentué cet élément. Merci également d'avoir mis en avant les enjeux de mise en visibilité, finalement, de l'histoire et de la mémoire d'une fédération, et enfin d'avoir montré je trouve très intéressant la dynamique d'acculturation des pratiquants à leur propre activité, avec derrière effectivement une quête d'identité et faire corps autour d'une même histoire, avec tous les biais que ça peut avoir également, mais c'est une initiative intéressante. Merci beaucoup. Donc on fait passer les présentations, et donc il y aura d'éventuelles questions par la suite. Merci beaucoup. Et donc, je vais proposer maintenant à Luc Vollard de la Fédération française d'athlétisme, et donc responsable du service archives et patrimoine, c'est bien ça, de la fédération? Alors, plus exactement, président de la commission documentation histoire. Il n'y a pas de service, mais autant pour moi. Il y a une commission. Moi, voilà. Bien.
Voilà, donc merci de m'accueillir. Et puis pour vous parler d'athlétisme, on peut faire le lien avec le basket parce que ça n'a pas été dit, mais l'athlétisme a géré le basket de 1920 à 1932. D'ailleurs, on le voyait dans le document qui était présenté. Ça devait être la première revue fédérale de la FFBB. Et auparavant, on trouvait les informations du basket dans la revue fédérale de la FFA avec une commission du basket. Donc le lien est réel. Et puis, juste pour la petite anecdote, la première Française championne d'Europe d'athlétisme, c'est Anne-Marie Colchen au 100 hauteur en 1946. Elle a été une très grande basketteuse. Je crois qu'elle a détenu le record de sélection à son époque. Voilà pour le lien. Et l'histoire de l'athlétisme, il est effectivement assez ancien. On a relevé des courses lors des Fêtes de la Liberté au Champ de la Fédération. Ça s'appelle comme ça à l'époque, c'est devenu Champ de Mars, le 28 juillet 1796. Et l'athlétisme s'organise véritablement à la fin du 19e siècle avec la création de l'USFCP en 1887, qui devient l'USFSA en 1889, et la FFA, elle, est créée, comme beaucoup de fédérations, après la Première Guerre mondiale, en 1920. Voilà, maintenant je vais vous parler plus précisément de la commission documentation histoire de la FFA. On va parler de ses missions, de son historique, de son fonctionnement et de ses activités. Et pour l'illustrer, vous avez non pas une photo, parce qu'on est en 1888 et l'USFCP organise ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant le premier championnat de France. Et c'était à l'hippodrome du Vésinet, sur un parcours donc en hippodrome. Ça s'est appelé championnat de France de cross, mais ça a été renommé ensuite Grand Steeplechase National. Et donc c'est notre première archive et notre premier relevé de champion de France. Alors, comme pour bien d'autres fédérations, comme on l'a vu tout à l'heure, on est régi par le règlement intérieur de la FFA. La commission, c'est un mandat de 4 ans, avec un président qui est élu par le comité directeur et qui fait valider ensuite des membres, qui sont tous bénévoles et dont certains sont historiens de formation ou dans le cadre de leur activité, mais ce n'est pas la majorité. La plupart des membres sont issus d'autres milieux, ce qui est mon cas. Et donc, on a une mission par ce règlement intérieur qui est de constituer une documentation fédérale qui va permettre de répondre aux demandes de renseignements qui concernent les chiffres athlétiques. Alors, c'est très, très large, les palmarès, les biographies, les chronologies de records, les bilans, d'effectuer le suivi des sélectionnés internationaux et d'une manière très générale de valoriser toute initiative relative à l'histoire de l'athlétisme français. Alors, ce domaine, la publication de bilans, de records, tous les éléments qui sont couverts par le terme statistique, ce qu'appelait Jean Gilbert le chiffre athlétique, c'est une activité qui est bien sûr aussi vieille que l'athlétisme, et la presse ancienne, dès le 19e, présente des séries de records, puis de bilans. Après, on a pris exemple sur l'ATFS. L'ATFS, c'est l'Association of Track and Field Statisticians, qui est une association mondiale qui remonte aux années 50, qui fait vraiment référence pour tout ce qui est histoire de l'athlétisme. Et la FFA a créé une sous-commission des classements, dépendant de sa commission technique, sportive et d'organisation en 1961. Mais à l'époque, ça n'a pas vraiment pris et cette sous-commission a été dissoute. Mais au même moment, en 1965, se crée une association française des statisticiens d'athlétisme qui, elle, va être très active et va justement aider la FFA a constitué sa documentation. Alors ça passe par la publication notamment dans la revue fédérale, d'articles ou de documents dans la revue fédérale. Et puis en parallèle, les bilans annuels, ça s'appelait Athlétisme français, puis c'est devenu Athlérama en 1982, dans lequel on présente les bilans annuels et les records. Et puis, en fait, l'EFSA va être absorbée, ou en tout cas admise de manière pleine et entière dans la FFA en 1981 par la création d'une commission des classements et de la documentation. Et là, on va continuer à produire des documents et des ouvrages, alors souvent purement statistiques, sur les chronologies de records de France, sur l'athlétisme des jeunes, l'athlétisme en salle, la gestion des internationaux.
Et cette commission va changer à 2 reprises de nom. Elle va s'appeler Commission Documentation Mémoire, puis Commission Documentation Histoire. Et le très gros virage de son activité, c'est l'informatisation de nos résultats en 2003, c'est-à-dire qu'à partir de 2003, toute compétition d'athlétisme en France est gérée au travers d'un logiciel quasi commun suivant les épreuves et transférée ensuite sur le site de la FFA pour être consultable. Et donc, ça relève quand même de l'ordre de 4 ou 5 000 compétitions par an. Et on était à plus de 2 millions de performances par an il y a encore quelques temps. Et à la suite de ça, la CCD, devenue CDM puis CDH, abandonne certaines de ses activités, notamment la commission gérait un classement annuel des clubs basé sur les performances. Et cette informatisation a permis d'automatiser ce classement, donc on l'a abandonné. Par contre, on a pris le virage d'Internet et créé notre site Internet en 2006. Alors, on va voir maintenant comment fonctionne cette commission. Alors, d'un point de vue archive, la commission utilise très très largement les sources personnelles de ses membres. On est tous un peu atteints de collectionnites dans ce milieu. Nos appartements, nos maisons sont remplis d'archives et de journaux, de revues, de livres, ce qui a été vraiment notre fond d'utilisation pendant longtemps. Et puis, bien sûr, Internet nous a ouvert vers d'autres sources, notamment la presse via la BNF, on en a parlé et j'y reviendrai, mais aussi les archives militaires, par exemple. Et puis, comme ça avait été dit, je crois que c'est pour la voile tout à l'heure, on aime bien croiser les sources et on est tout le temps en train de résoudre des problèmes. Et puis, il y en a certains qu'on résoudra peut-être jamais. Par exemple, la performance d'Alain Mimoun au 10 000 mètres en 1956, on connaît 4 sources différentes pour son chrono. Il est probable qu'il n'y en ait aucune qui soit bonne, y compris la source officielle du CIO. Et on a trouvé les films récemment et on a une partie de l'équation, mais il reste encore des inconnus. Donc vous voyez, il reste encore des mystères à éclaircir, alors qu'on pourrait se dire, Jeux Olympiques quand même, il y a des milliers de personnes qui ont vu la course. Eh bien non, on a toujours des doutes sur ce résultat. Alors, on l'a dit tout à l'heure, une commission avec des membres internes, on est une quinzaine. Les plus actifs, ça dira peut-être quelque chose à certaines personnes. Je peux citer Gérard Dupuis, Luc Bocher, Gilbert Rossillot, Pierre Weiss, Alain Bouillet, Emmanuel Tardy, Yves Seigneuric, Vincent Guignard. Il y avait Vincent Croft qui était parmi nous ce matin. Il y a différents profils. Il y a des gens qui sont spécialisés dans une discipline. Emmanuel Tardy ne traite que de la marche. Par contre, si votre arrière-grand-père a fait de la marche en 1898, il va vous trouver son résultat. Et puis d'autres qui sont plus des généralistes ou sur un domaine. Donc avec toutes ces personnes, on arrive un peu à tout couvrir. Et puis on a aussi des membres externes. C'est des anciens membres de la commission qui sont restés actifs, ou c'est des sympathisants. Alors il y en a quand même quelques-uns qu'on connaît par mail, éventuellement par téléphone, et qu'on n'a jamais croisés. Mais ces gens-là, ils vont nous fournir des corrections ou des études complètes. Et ça, c'est quand même très, très intéressant parce que ça enrichit notre patrimoine et ça corrige les coquilles qu'on peut faire. Vous imaginez bien, vu la somme de résultats qu'on manipule, il y a toujours un jour où il y a une coquille et donc on va pouvoir les corriger. Voilà, et donc parmi ces membres externes, on peut citer Jacques Carmély, Jean-Michel Serrurier, Jean-Luc Berry, Jean-Jacques Bem. Après, on a des contacts et des sollicitations. Et là, ce sont les clubs, les ligues régionales, les comités départementaux qui nous sollicitent. Ce sont les athlètes ou les familles d'athlètes. Alors, c'est assez marrant parce qu'on peut recevoir un mail. Mon grand-père a couru avec la Doumègue en 1933. Il n'a pas été en équipe de France et c'est de la faute de la Doumègue. Donc, on va chercher, on va expliquer. Ma grand-mère a fini 3e au championnat de France cadette en 1949. Puis, elle n'a pas eu sa médaille. Parce que c'est l'oncle qui l'accompagnait, puis ils sont allés à la Foire du Trône juste après. Donc on a fait une remise de médaille il y a quelques années d'une grand-mère pour sa médaille au championnat de France cadette quand elle avait 16 ans. Voilà, donc c'est assez intéressant. Les médias nous contactent, y compris les médias nationaux, et puis des structures diverses comme l'amicale des entraîneurs français d'athlétisme avec qui on a collaboré, on le reverra plus tard, ou le groupement des internationaux français d'athlétisme. Alors, nos activités, maintenant, 3 axes principaux, le site Internet, la communication application en plus du site Internet et nos archives.
Donc là, je vous ai juste fait une capture d'image de notre site qui va fêter ses 2 millions de connexions très probablement pendant les Jeux l'année prochaine. On va être à 1 900 000 dans quelques jours et les 2 millions en 2024. Ce sont des mises à jour permanentes de rubriques. Alors, par exemple, on a 2 rubriques mensuelles qui est l'édito où on raconte une histoire autour d'un fait qui s'est déroulé dans le mois qui va débuter, donc en l'occurrence en novembre. La statistique du mois, là, c'est vraiment prendre un chiffre et parler autour du chiffre. Là, pour l'illustrer, c'était le record de France de javelot qui, chez les seniors, est le plus vieux record de France qui tient depuis 1989. Et puis, derrière, on a quelques menus. Alors, les principaux, ce sont les palmarès nationaux, donc les champions de France et même tous les finalistes au championnat de France depuis 1888. Tout ce qu'on peut dire autour des championnats de France, notamment les plus jeunes, les plus vieux, le plus grand nombre de titres, tout ce que vous voulez. Des palmarès de compétition, notamment les très grands meetings qui existent encore, comme le meeting du Stade de France, enfin c'est plus le Stade de France, c'est à Charity maintenant, ou le Mémorial Mérican, par exemple. Donc on va retracer et recréer et rediffuser ces palmarès avec des textes et des photos. À l'international, les premières sélections, c'est 1896. On a vu tout à l'heure une photo de Franz Reichel. Franz Reichel était au jeu en 1896, il a couru le 110 mètres haies. Mais bon, il faudrait trouver le sport où Franz Reichel n'a pas été. Ça va quand même être compliqué parce qu'il était vraiment multicarte. Il y a tous les internationaux français. On est pratiquement à 10 000 internationaux français, y compris les sélections jeunes. On a, pour 75% d'entre eux, on a le portrait. Et donc, tous les palmarès de tous les championnats internationaux, Jeux olympiques, championnats du monde, championnats d'Europe et tout ce qui s'ensuit. Après, des rubriques vraiment typiques de l'athlétisme, les bilans annuels, les bilans tout temps. Y compris avec des historiques très anciens, puisque par exemple Vincent Guignard, c'est le spécialiste pour aller nous faire établir les bilans des années, même au 19e siècle, avant la création de l'UFSCP. Les records, les chronologies complètes des records de France, les Français recordman d'Europe, recordman du monde. Après, le dictionnaire des athlètes, qui là, suivant certains critères, retrace la carrière des athlètes, mais aussi des dirigeants. Ça, c'est un truc qu'on a vraiment débuté dans le mandat en cours consécutivement au centenaire de la FFA. Ça n'avait jamais été traité. Alors, trouver les présidents de la FFA, c'était facile. Les DTN, c'était facile. Les secrétaires, les trésoriers, ça devenait un peu plus compliqué. Mais on s'est aussi attaqué à tous les présidents de toutes les commissions de la FFA. Actuellement, il y a 20 commissions à la FFA. Les présidents de toutes les ligues régionales. Il y a eu dans l'histoire de la FFA 81 ligues régionales et en fonction des centralisations, décentralisations, réformes diverses, ça donne plus de 500 présidents. On a fait la même chose sur les comités départementaux. Et puis on étend ça à d'autres acteurs de l'athlétisme, notamment les entraîneurs qui sont quand même très très peu traités et un peu les grands oubliés de l'histoire de mon point de vue. Donc là, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais aussi, par exemple, des journalistes qui ont beaucoup traité l'athlétisme, par exemple Marcel Hansen. Et puis, dans ces dictionnaires aussi, on traite un peu la vie fédérale, notamment l'évolution des licenciés. Et du côté des féminines, par exemple, il y avait une étude très intéressante à faire qui était reconstituer le logigramme des fédérations, parce que on en parle souvent d'Alice Mia, mais Alice Mia, elle a eu des fédérations concurrentes. Et il y a eu notamment, on s'est intéressé à ça parce qu'on avait, en 1921, le même week-end, quasiment au même endroit, il y avait 2 championnats de France féminins de cross-country. Et donc, en fait, en recherchant les créations, les fusions et toutes les guerres autour de ce développement de l'athlétisme féminin, on a pu recréer le logigramme des fédérations de 1917 à 1936. Après, le dernier menu, c'est la documentation. Et là, on va retrouver des accès. Alors, on met beaucoup d'accès directs vers la BNF sur des titres importants où on peut retrouver l'athlétisme. Et bien sûr, la revue fédérale, j'y reviendrai. Mais aussi sur les athlètes, sur l'histoire des disciplines, sur les stades, des liens vers des grands sites intéressants pour l'athlétisme. Alors, bien sûr, les sites des fédérations internationales et mondiales, mais aussi d'autres sites qui, en parallèle de nous, se focalisent souvent sur une discipline. Et puis, on a une médiathèque et dedans, ça a été dit par plusieurs intervenants, un embryon de musée virtuel parce que comme tout le monde, on a le problème, où est-ce qu'on met ça?
Et chacun a dans ses collections les pointes de Delecourt, le starting block qui a servi à ça. Et il y a plein de choses à faire d'intéressantes. Alors, au-delà de notre site internet, il y a d'autres vecteurs de communication et de publication. Une newsletter mensuelle qui est envoyée à plus de 4000 personnes. On ne fait plus beaucoup de livres purement statistiques, comme c'était un petit peu la tradition. Les derniers remontent en 2003 à l'occasion des championnats du monde à Stade de France avec une réédition en 2011. Mais là, on a produit, donc, ça avait été évoqué ce matin, le livre du centenaire de la FFA en 2020, avec déjà cette amorce de traiter autant le sportif que l'administratif. Et notamment, avec Vincent qui est là, on a fait les biographies de tous les présidents de la FFA. Et puis va sortir dans quelques jours un livre cette fois-ci dédié aux athlètes français aux Jeux Olympiques. Je vous ai dit tout à l'heure 10 000 internationaux français, 900 ont été olympiens et 104 ont été médaillés aux Jeux Olympiques. Et donc on a raconté toute cette histoire en partant de Coubertin, de son œuvre et de ce qu'il a fait, mais après, édition par édition. Et il y a eu des Français en athlétisme à chaque édition des Jeux Olympiques, y compris en 1904, quand il n'y a pas eu de délégation française. Mais Albert Corré, qui était un Français, qui était un déserteur français de l'armée, était parti se planquer aux États-Unis. On ne sait pas très bien les circonstances, mais on l'a retrouvé, vice-champion olympique du marathon, et médaillé également sur une course par équipe. Et donc ce livre va sortir bientôt. Alors il y a bien sûr la participation fréquente à différents ouvrages et revues. On est souvent sollicité pour effectivement donner nos informations. Et puis des émissions, Rue des Archives, on a l'occasion d'y participer. Athlé TV, qui est le support télévisé de la Fédération française d'athlétisme, on y participe souvent. Beaucoup moins sur les réseaux sociaux, même si de temps en temps on connaît 2-3 sites qui s'intéressent à l'athlétisme, et là on intervient pour dire là telle information est fausse et bonne. Voilà, puis j'avais pas vraiment anticipé, mais je savais pas qu'on parlerait autant de la FSGT, et donc là sur les licences qui sont en bas, il y a à gauche la licence de Jacques Pani qui a été intégrant sauteur en hauteur, et puis une jeune fille avec sa licence FSGT en 1946. Voilà, cette jeune fille, c'est son fils qui vous parle, c'est pour ça que j'ai cette licence. Et donc, elle a résisté à l'incendie de 1949. Voilà, et puis en termes d'archives, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, une des grosses actions qui a mené la FFA, ça a été grâce à Daniel Debaille, peu de temps avant qu'elle prenne sa retraite à la FFA, de confier à la BNF et donc d'être disponible sur Gallica toutes nos revues fédérales de 1921 à 2000, sachant qu'il n'y a qu'une très courte interruption en 42, en 43, et que la revue fédérale, c'est assez étonnant, elle reparaît dès fin 44, et elle est parue en 45, alors qu'il y a très peu de presse sportive sur cette période. Et la FFA avait réussi à faire reparaître sa revue, et donc on l'a jusqu'en 2000, avec un trou dans la raquette qui est en 1976, mais c'est parce que la FFA, cette fois-là, n'a pas publié sa revue, ce qui nous pose un problème, parce qu'il y a des résultats qui n'ont jamais été publiés. Et donc là, si vous n'avez pas gardé l'équipe, par exemple, pour avoir les résultats du championnat de France de 76, vous ne les trouverez pas à la FFA, vous les trouverez dans l'équipe. On a un fonds photographique qui est en cours de traitement actuellement. Bon, néanmoins, il reste un vrai projet à construire à la FFA, au-delà de l'activité de la CDH. Un vrai projet, et là c'est un peu commun à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour conserver, mettre en valeur et mettre à la disposition le patrimoine de la FFA. Il y a eu un centre de documentation pendant quelques temps à la FFA, mais il n'a pas résisté aux différents déménagements et travaux qui ont eu lieu à la FFA. Et là, je pense que autant notre site internet est très développé maintenant, autant ce qui est au-delà devrait faire l'objet d'un effort bien meilleur. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, c'était très bien, il y a eu du temps. Effectivement, le rôle de la CDH, qui est aussi finalement de laver l'honneur de certaines personnes, de certains athlètes qui reçoivent leur médaille quelques années plus tard. Note également, plus sérieusement, le travail de compilation qui est fait des données et qui est très précieux pour les historiens qui travaillent sur les acteurs, les performances, donc les records, la vitalité des fédérations. Donc merci beaucoup pour ce travail. Bien, donc nous accueillons maintenant
Fabien Gröninger, donc, qui est maître de conférence à l'université de Montpellier, sur le pôle éducation, si j'ai tout bon, et donc qui va évoquer la question d'une fédération affinitaire qui est la Fédération sportive et culturelle de France. C'est génial, hein, toutes ces initiatives. Bonjour à tous. Alors c'est pour moi à la fois aujourd'hui le moyen de remercier d'abord les organisateurs pour cette belle journée, mais aussi paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais une fédération sur laquelle que j'ai étudié. Il y a 20 ans, je soutenais ma thèse sur la fédération, sur l'histoire de la fédération gymnastique et sportive des patronages de France. Alors j'ai entendu le rapport à la FGT tout à l'heure, c'est-à-dire une autre fédération affinitaire. J'ai entendu parler de basketball, de l'Union chrétienne des jeunes gens. Il y a des liens forts pour ceux, je vais essayer d'être un peu didactique juste pour démarrer, pour ceux qui auraient du mal à positionner cette fédération gymnastique et sportive des patronages de France qui a été fondée en 1898. Eh bien, c'est une fédération qui a eu des liens très très forts avec le basketball, puisque de grands clubs de basket en sont issus. Si je donne un exemple, on a vu Tony Parker tout à l'heure, l'association, et en plus ça fera un lien, l'ASVEL, c'est 1948, l'association sportive de Villeurbanne, qui était club FGT, et de l'Ével lyonnais, qui était le club Cato, de patronage. Mais on pourrait aussi évoquer les liens dont parlait Paul Decci ce matin avec le football, qui ont été très forts. Et donc voilà, c'est une fédération que j'ai pu étudier. Et il y a 20 ans, je soutenais ma thèse en 2003. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est dire merci aussi à cette fédération, à sa politique, parce qu'elle m'a permis, alors que je n'étais pas issu moi-même de cette fédération, je n'étais pas issu des patronages, je n'y connaissais rien, pour tout vous dire, de ce monde-là. Elle m'a ouvert les portes. Lorsque j'ai voulu soutenir ma thèse, ça pose en fait, ce que je voudrais faire ici, c'est réfléchir au rapport d'une fédération avec la recherche, et ce que ça peut lui donner comme perspective, et puis les tensions qu'on peut retrouver finalement autour de ces éléments-là. Alors il se trouve, vous voyez que c'est aussi des hommes. On évite en général dans des présentations de donner des listings de personnalités, de personnes, parce que personne ne les écoute, etc. Mais néanmoins, moi, il me tenait à cœur de parler de la présidence de Jean Wenzel de cette fédération. Alors j'ai dit FGSPF, Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France. 1948, elle devient Fédération Sportive de France. Et Fédération Sportive et Culturelle de France, c'est en 1968. Ça vous dit aussi son identité dont je reparlerai tout à l'heure. Quand j'ai voulu savoir s'il y avait des archives, mon directeur de thèse m'a dit je veux travailler sur le sport, je veux faire une thèse en histoire du sport. Il m'a dit allez voir les patronages, allez voir le rayon sportif féminin tout d'abord. Je suis allé chercher des sources pour le rayon sportif féminin, j'en ai pas trouvé, ou très difficilement. Pour tout vous dire, la sœur de Marie-Thérèse Ekem ne voulait pas vraiment donner les siennes. Aujourd'hui, il y a eu des progrès, il y a eu un fonds qui est rentré, et donc peut-être il y aurait une possibilité de travailler sur sport féminin. Mais j'ai retrouvé à la fois donc un président de fédération qui était favorable à cette possibilité, surtout un grand basketteur, Jean-Marie Joireux, qui était secrétaire général de cette fédération, qui en réalité m'ont donné carte blanche, m'ont donné la possibilité, alors qu'à l'intérieur même de cette fédération, vous aviez une jeune chercheuse qui est aujourd'hui maître de conférence en STAPS et qui a aussi écrit sur l'histoire de la fédération. Il y aurait pu avoir un repli, il y aurait pu avoir se dire tiens, on a quelqu'un peut-être qu'on va protéger. Non, au contraire, ils nous ont donné la possibilité de travailler côte à côte. On a été complémentaires et de proposer une histoire, une socio-histoire pour Laurence de cette fédération. Puis vous avez à l'échelle locale Claude Piard aussi qui a pu y réfléchir. Donc le lieu de conservation, quand je dois travailler sur cette fédération, je me rends sur les lieux de cette fédération, rue Oberkampf à Paris, et on me donne crédit pour faire des photocopies avec toutes les difficultés que ça pose. Parce que les ouvrages de l'organe imprimé, qui est les jeunes, que je vais photocopier parfois, ils sont gigantesques, ils s'abîment. Enfin, on a des vraies questions à la fois d'accès et de protection de ces archives, mais néanmoins, je peux travailler et soutenir ma thèse 6 ans plus tard, notamment grâce à cette possibilité qui m'a été donnée.
Le deuxième point que je veux aborder, c'est que finalement, cette fédération, elle a souhaité, si elle était aussi ouverte, c'est aussi parce qu'elle avait une perspective. Et cette perspective, elle a été mise en place grâce au lien avec les universitaires. Mon directeur de thèse, qui était Gérard Cholvy, spécialiste d'histoire religieuse, s'il m'indique la direction, allez voir à Rue-Oberkampf ou le rayon sportif féminin, c'est parce que, en fait, en partenariat avec cette fédération, ils ont co-organisé, je l'ai entendu, c'est un fil rouge, pour certains, des colloques. J'ai entendu pour le basketball, ils ont co-organisé des colloques universitaires depuis 1988. 1988, c'était les 90 ans de l'histoire de cette fédé. Elle avait déjà envie de positionner des jalons, déjà envie de réfléchir. Moi, j'interviens un jeune doctorant en 1998 dans un colloque à Brest dont on ne mesure pas quand on est jeune doctorant l'importance en réalité. Je ne me suis pas rendu compte du volume. Il y avait Pierre Arnaud, beaucoup d'universitaires, des moyens qui nous avaient été donnés, mais c'était en accord avec cette fédération. J'ai beaucoup de collègues qui étaient avec nous en 2008 lors des carrefours d'histoire du sport qui étaient positionnés sur les fédérations, sur le rapport avec la religion, sur les fédérations affinitaires aussi. Et puis à Rennes, là je n'y étais pas, mais Laurence a organisé, Munoz, a organisé un colloque en 2018 avec une perspective sociologique de réflexion sur cette fédération, sur le futur que cela pouvait, j'allais dire, qu'elle pouvait dégager. On voit aussi en deuxième point, et je vais aller assez vite, même si je vais insister sur des points peut-être que je n'ai pas entendus, qu'on retrouve au sein de cette fédération une commission Histoire et Patrimoine. Les acteurs de cette commission Histoire et Patrimoine que j'ai recontactés m'ont indiqué que malheureusement, ils s'inquiétaient un petit peu parce qu'ils ont certains ont plus de 80 ans, les historiens sont moins nombreux, il y a encore Laurence, Munoz, mais d'une certaine manière, il y avait une inquiétude par rapport à ce qui allait se passer. Mais on va retrouver les actions dont vous avez parlé, un musée virtuel par exemple. On va retrouver quelque chose, alors peut-être dont j'ai pas entendu parler, mais qui est au cœur de certaines actions qu'on peut être décrites. Il y a eu un travail de proposition de collecte d'archives. Ça me semble extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la fédération, est-ce que je peux revenir juste en arrière? Oui, j'avais oublié, j'avais cette capture d'écran sur ce site qui est une capture d'écran actuelle de leur site internet. On voit cette formule qui va toucher un historien, qui était le goût de l'archivage. Et parmi le goût de l'archivage, on va les retrouver avec des propositions. C'est-à-dire, ils proposent à ceux qui auraient des archives locales de venir à la fédération et de les rendre éventuellement, mais de les numériser, en tout cas de faire un travail non négligeable de protection de ces archives. Et ça, je trouve ça une originalité. Deuxième point dont je n'ai pas entendu, on a entendu parler des sites internet, mais il y a une commission forte. Ils ont agi sur les fiches Wikipédia. Ça semble tout bête, mais néanmoins, ils ont obtenu, et je peux le dire d'autant plus que j'ai jamais été sollicité, j'ai pu voir mon nom, j'ai été très, j'allais dire, agréablement surpris de la qualité justement de la rédaction de ces fiches, parce que ils ont été labellisés, les fiches FGSPF ou sport, patronage, articles de qualité. Alors c'est pas un hasard, hein, avec la qualité des gens dont j'ai parlé tout à l'heure. Jean-Marie Joiret, je l'ai réduit tout à l'heure à un basketteur, mais non seulement il était secrétaire général de la fédération, mémorialiste, d'une certaine manière, il y avait chez lui une forme de modestie par rapport aux thèses ou aux travaux historiques qui avaient pu être faits. Mais il peut prendre pied carrément comment dire, on peut le qualifier, mais largement d'historien, dans un premier temps mémorialiste, et ensuite il a sorti un autre ouvrage sur les sections sportives des patronages. Donc, on peut retrouver, si vous voulez, cette action à travers ce site, en l'occurrence Wikipédia. Autre élément extrêmement intéressant, un travail sur les sources orales. Sources orales que moi j'ai négligées dans ma thèse. Bon, en même temps, je m'arrêtais en 1948, donc les acteurs, c'était difficile d'en retrouver, mais j'aurais pu. Et donc ça, c'est un point, je vais dire un point qui aurait pu être travaillé. Or, les acteurs dont j'ai parlé le font et l'ont fait. Et ils m'ont expliqué aussi qu'un certain nombre d'interviews de sources orales étaient conservées à l'INSEP. Et donc, on avait une base non négligeable.
Puisque je parle des sources orales, avant que j'oublie, je précise aussi que d'une certaine manière, et à ce moment-là, je n'y travaillais pas, mais aujourd'hui, je travaille à la faculté d'éducation de Montpellier, au centre d'histoire de recherche en histoire de l'éducation, et au CEDRE, nous avons un des plus gros fonds de films fixes, l'ancêtre de la diapositive, qui évoque aussi un certain nombre sont des sources qui parlent de religion, qui parlent de ce sport entre guillemets catholique, et qui auraient pu compléter ces éléments-là. Et puis, on retrouve le partenariat avec la BNF, j'y reviens pas, on l'a l'habitude, c'est Gallica, c'est la numérisation, c'est dont je parlais. Peut-être le plus important, il me reste 5 minutes, c'est d'évoquer des enjeux de recherche, là encore, qui ont été abordés ce matin. Denis Jala l'a évoqué. Mais ce qui est important par rapport à une présentation, à une politique d'une fédération sur son histoire, c'est que c'est Émile Poulain qui disait ça déjà en 1998. Il expliquait une fédération, elle va développer évidemment son histoire glorieuse. On a parlé tout à l'heure de légende. Elle va aussi se poser la question de sa propre histoire. Mais comment traite-t-on l'histoire douloureuse ? Comment fait-on ? Et c'est vrai que là, c'est là où on a besoin de sources complémentaires. Et je trouve que le catalogue qui a été fait, puisque les archives de cette fédération, dans le cadre du projet MEMOS, ont été déposées en septembre 2007 aux Archives nationales du monde de travail à Roubaix, quand on regarde l'inventaire qui a été fait, il y a d'abord une précision très forte des différents fonds que j'avais pu consulter, mais en plus, il y a des liens avec des codes d'archives qui sont non négligeables et qui sont importants pour aborder cette histoire douloureuse d'une fédération, pour sortir de la glorification en quelque sorte et avoir un aspect critique. Je pense à des archives diocésaines, à la série 8K par exemple, qui proposait un rapport autour des années 1920, autour de 1920, la vérité sur la FGSPF. Et on voit les opposants dont je vais reparler, et notamment dans le monde catholique, on voit que cette idée de partage d'éducation physique et de sport, elle n'est pas partagée par tous les catholiques, et notamment ce qu'on appelle les catholiques intransigeants à cette période-là. Autre archives nationales, on a un dossier 34AS qui est important, les archives départementales, il y avait des pépites dans la série J notamment qui vont permettre de retrouver des débats, de retrouver des tensions qui peuvent apporter. Comment on fait pour répondre à la question que je m'étais posée, cette fédération, puisque la thèse était sport, religion et nation, cette fédération est-elle d'extrême droite? Est-elle de droite dure? A-t-elle un discours antisémite? Comment fait-on si on ne va pas chercher dans ces angles morts, entre guillemets, dans cette histoire qui permet en quelque sorte d'y répondre. Et puis, il y a les archives privées qui vont être très importantes. Quand vous avez, et là ça pose la question de leur conservation, mais il y a eu 2 grands présidents, d'abord Paul Michaud, le fondateur républicain, marqué par le siège de Metz en 1870, quand il est encore jeune, et puis ensuite François Hébrard, qui est mort en 1970. Et puis, dans les années, autour de 1997, j'ai eu un coup de fil, et il a eu 4 filles, et une de ses filles m'a dit mon papa a tenu un journal qui fait des milliers de pages, et qui traite de 1901 à 1970, la période, avec des photographies, avec des lettres au pape, aux différents intervenants. Enfin, et vous voyez ce qu'on peut apporter d'une telle source pour aller vers, j'allais dire, une histoire qui est un peu plus complexe par rapport à ces éléments-là. Les archives encore inexploitées, il y en a plusieurs. Les archives orales, je l'ai évoqué. Le rayon sportif féminin qui n'a pas donné lieu à de grosses, j'allais dire, publications. Et une période particulière qui est celle qui a précédé la création. 1898, c'est la création officielle de la FGSPF, mais on fait de la gymnastique dans les patronages depuis 20 ans déjà. Et Paul Michaud, il a subi les assauts des catholiques intransigeants. Justement, il a dû démissionner à cause de ça. Et là, il y a une histoire possible à faire. Et je veux terminer avec quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, mes recherches, je les ai déplacées vers l'analyse d'un concept qui est le concept d'éducation intégrale, que j'ai retrouvé dans des sources sur le socialisme, autour du socialisme libertaire et de l'anarchisme, notamment autour de Paul Robin. Le concept d'éducation intégrale, ce modèle-là, il est publié dans une revue de philosophie positive, dans la revue Philosophie positive en 1869. Il théorise l'éducation intégrale. Je vais vous le faire très court parce qu'il me reste 1 minute 10. Or, les catholiques, dans les années 30, s'en emparent. Ils s'en emparent. Et ils évoquent le terme ils utilisent la même formule, alors que Pauline Guerre-Gomard l'a utilisé aussi en 1900, par exemple. Ils utilisent la même formule, éducation intégrale. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu que dans la communication, c'est beaucoup de structures catholiques qui communiquent autour des modèles d'éducation intégrale, alors que je viens d'évoquer une histoire particulière de l'éducation intégrale. Et
au niveau de la recherche, cette fois-ci dans le monde catholique, on a eu une publication sur l'éducation intégrale de François Maud, qui est spécialiste de théologie à l'Institut catholique de Paris, professeur des universités. Et j'ai eu un échange avec lui parce que finalement, dans son analyse de l'éducation intégrale, il avait oublié totalement le sport et l'éducation physique. Il avait oublié la propre histoire du monde catholique, en quelque sorte. Dans les échanges, il m'a dit oui, effectivement, elle n'était pas visible. Et je termine avec cette formule-là, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que vous voyez une fédération qui a beaucoup fait, qui a communiqué, qui a fait des colloques, qui a fait des publications, qui a permis à des historiens qui n'étaient pas de leur bord de travailler. Il se retrouve que dans le monde catholique, ils sont en quelque sorte malheureusement presque oubliés. Et que leur passé, le modèle d'éducation intégrale proposé par la FGSPF est différent du modèle d'éducation intégrale proposé par certaines, j'allais dire aujourd'hui, associations catholiques qui relèvent de l'intégrisme. Et elle est aussi différente du modèle de Pauline Kergomar de 1900, aussi différente du modèle de Paul Robin à la fin du XIXe siècle. Et donc, on voit bien tout l'intérêt d'une fédération sportive de se pencher sur la conservation de ses archives, d'organiser des manifestations, de les structurer pour penser, évidemment, utiliser le passé pour penser son futur, pour donner des perspectives, mais aussi des perspectives en termes de communication. Parce que c'est quand même anormal que cette formule, elle soit aujourd'hui devenue un gros mot, je parle dans le monde catholique, alors qu'elle peut être mise en perspective autour des valeurs républicaines. Je vous remercie. Merci Fabien pour cette belle intervention donc, qui porte effectivement sur les enjeux et tensions finalement, de la maîtrise de l'histoire et qui raconte cette histoire hein, finalement. Donc c'est tout à fait passionnant et on retient aussi quelques pépites, pépites qui permettent une histoire par en bas de ces fédérations qui sont aussi particulièrement intéressantes. Merci beaucoup. Le dernier intervenant, c'est Rémi Lombardi, donc de l'Université d'Aix-Marseille, et donc qui va nous proposer une histoire par le fond donc de la plongée sous-marine. Oui, alors en effet, merci. Alors l'histoire par le fond, le patrimoine des pionniers de la plongée sous-marine. Donc je vais essayer de revenir sur justement les premières années, les années de construction, de structuration, finalement, de la pratique de la plongée sous-marine, qui au départ était surtout liée à la pêche, et donc notamment ancrée dans un espace, dans un lieu, à Marseille, et dans la région marseillaise. Alors, 2024... ce sera l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des activités sportives hors de la capitale, et notamment les épreuves nautiques à Marseille. Donc, les épreuves de voile, et dans ce contexte-là, la plupart des institutions marseillaises s'intéressent à la question sportive. C'est notamment le cas donc, des archives départementales qui s'intéressent depuis plusieurs années à la question du sport. Il y a eu Marseille, capitale européenne donc, du sport en 2017 avec une exposition Histoire de sport. Et donc en 2024, les archives départementales rééditent l'opération avec une exposition sur les sports nautiques cette fois-ci, dont j'assurerai le commissariat avec donc, mon directeur de thèse, Stéphane Morlan, donc, de l'Université d'Aix-Marseille. Avec Stéphane Morlan, donc, on a réfléchi à la question des sports nautiques, et s'il y aura que les épreuves de voile à Marseille, il était intéressant d'élargir finalement le spectre, de ne pas se cantonner non seulement au sport, mais penser aussi les loisirs en rapport avec la mer, et notamment sur l'ensemble du territoire aussi du département, puisqu'il y a 400 km de linéaire côtier, en comptant donc l'interface méditerranéenne, mais aussi l'étang de Berre. Alors l'exposition, elle présentera un certain nombre d'œuvres issues d'archives publiques, donc des archives départementales, des archives municipales aussi, de la ville de Marseille et d'autres, des bibliothèques, des musées. Mais on s'est tout de suite aperçu en constatant finalement les lacunes aussi que peuvent comporter les archives publiques, qu'il fallait aller plus loin et mener un travail de terrain vis-à-vis des différents clubs, associations sportives et donc fédérations.
Donc on s'est mobilisé autour de différentes institutions bien ancrées et reconnues, comme le Cercle des nageurs par exemple pour la natation, ou encore la Société nautique à Marseille. Et il y en a d'autres, donc plus méconnus, à l'image donc des sports subaquatiques. Donc il y a plusieurs acteurs majeurs dans le département, donc un club notamment, pionnier, historique, le premier, enfin en tout cas le plus ancien encore en activité, qui date de 1941, qui s'appelle le GPES, Groupement de pêche et d'études sous-marines. Mais il y a aussi la société Beuchat, donc d'équipement sous-marin, encore en activité, créée dans les années 30. Et Marseille héberge la Fédération française d'études et de sport sous-marin, la FFE-SSM. Donc, ces acteurs nous ont ouvert leurs portes et on s'est rendu compte, dans leur fonds d'archives, finalement, dans les archives qu'ils avaient pu conserver, que peu de gens, finalement, avaient consulté ces archives. Il y avait eu quelques productions, notamment de journalistes, de passionnés aussi. C'est le lot, souvent, de l'histoire du sport. C'est une affaire de passionnés. Et il y a eu aussi une thèse, notamment de Vianney Mascret, donc soutenue à l'Université de Lyon en 2010. Et il a pu accéder donc aux sources de l'histoire de la plongée. Alors on va faire un rapide détour par justement cette histoire de la plongée, ces premières années. Donc la plongée, elle naît dès le 19e siècle, Vianney Mascret donc l'a bien montré, mais elle va se structurer à partir des années 30, puisque c'est une pratique informelle. Des premiers groupements vont se constituer. Et à Marseille, donc, le premier date de 1941, année assez étrange puisqu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, on est en plein conflit. Mais pourtant, ça va jouer un rôle structurant, puisque, en fait, en 1941, il y a un conflit entre les pêcheurs sous-marins, qui vont donc pêcher en mer et vendre régulièrement le poisson. Il va y avoir donc un conflit avec les pêcheurs professionnels. Donc les autorités vont demander finalement à un directeur, un administrateur de banque marseillais, Jean-Flavien Borelli, de régler les problématiques et les conflits entre ces groupements. Donc en 1941, il décide la création du GPES, dont on voit donc le premier insigne, on voit bien le rapport à la pêche sous-marine. Et donc, dans les archives du GPS, on peut retrouver l'intervention du président d'honneur, donc Jean-François Régis, qui indique qu'il est nécessaire donc, de défendre les intérêts des amateurs de pêche en mer, qu'il s'agisse de pêcheurs à la nage ou de pêcheurs en surface. Il faut supprimer les abus, puisqu'il y en a, d'où qu'ils viennent, et défendre le fond de mer contre les ravageurs. Tel est l'intérêt primordial du groupement que M. Borelli a été chargé de constituer. Donc, dès ses premiers mois d'existence, le GPES va jouer un rôle majeur dans l'encadrement finalement de la pratique et très rapidement il va obtenir donc la légalisation de la pêche à la nage et sera le seul habilité à fournir finalement les permis de pêche. Ce qui va nous permettre donc d'avoir des répertoires de permis de pêche, source intéressante justement pour l'historien puisqu'on voit donc des répertoires avec la photographie, l'adresse, le nom des personnes et les professions. Donc on peut voir aussi quels sont les statuts sociaux associés aux membres du club. Donc on peut voir beaucoup de docteurs en médecine, de médecins et donc on peut voir manœuvres, maçons. Donc c'est un peu diversifié, mais ça reste quand même l'apanage d'industriels et de professionnels du milieu marin et de médecins et scientifiques. Donc finalement, de fil en aiguille, la pratique donc, va être encadrée par le GPES et ils vont se retrouver à gérer l'ensemble du bassin méditerranéen. Ce qui va poser un certain nombre de soucis au GPES puisque des licenciés hors Marseille, hors la région marseillaise vont intégrer le club et il va falloir gérer finalement la masse d'adhérents puisque en 1943 il y a déjà plus de 300 adhérents et il va y avoir même au fur et à mesure de la création de filiales dont une à Paris et donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale il faut se questionner sur l'avenir finalement de la plongée sous-marine et le GPES explique qu'il ne peut pas gérer seul finalement une structure aussi diversifiée sur le territoire. Donc il va y avoir l'idée de la création d'une fédération. Donc en 1948, la fédération apparaît,
la FSP-NES, donc créée par 7 clubs. Alors, je vous épargne tous les sigles qui vont évoluer entre 48 et 55, mais on aboutit finalement en 1955 à la création donc, de la FFE-SSM, qui existe encore aujourd'hui, et qui va se structurer notamment autour de la pêche sous-marine, de la production d'images sous-marines, donc la cinématographie, la photographie, et l'exploration archéologique et scientifique. Alors, justement, la FFE-SSM donc, va commencer à encadrer la pratique. La pratique va se développer. On est toujours sur une chasse en sous-marine principalement ou une découverte archéologique. Il y a un certain nombre de membres qui sont connus. On pense évidemment au commandant Cousteau, par exemple, qui donc va favoriser le développement de la pratique. Et progressivement, les équipements aussi vont se perfectionner. Donc, bouteilles oxygène, masques, détendeurs, combinaisons aussi qui vont permettre de diffuser plus largement la pratique, même si les équipements sont encore coûteux. Et donc dans les années 60, 70, puis 80, finalement, c'est vraiment une pratique de loisir qui va se développer. Et on pense notamment à le film Le Grand Bleu qui sort dans les années 80 et qui vient documenter aussi une forme de pratique de la plongée, puisqu'il s'agit de l'apnée. Et donc l'apnée va être intégrée aussi aux pratiques sportives de la FFE-SSM. Donc fin des années 80, début des années 90, on n'est pas loin de 100 000 adhérents finalement. Et on voit bien comment cela peut structurer aussi les loisirs de la plongée sous-marine en France. On voit donc que la FFE-SSM va éditer des bulletins à partir de 1958 et justement diffuser aussi cette pratique auprès des adhérents. Mais alors justement, à partir de ces archives que j'ai pu consulter et qui m'ont permis de retracer ce bref historique, l'idée était de se questionner, mais que font donc ces organisations sportives, cette fédération, mais aussi le GPES, de leur histoire? Et justement, on se rend compte qu'il y a une véritable volonté finalement de valoriser son histoire. Valoriser son histoire et donc exploiter les archives qu'ils ont pu conserver. Donc ils ont conscience d'être des éléments moteurs aussi dans la structuration de la plongée sous-marine et ont dans l'idée qu'ils ont contribué à façonner la pratique jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a finalement un processus de patrimonialisation qui va s'installer dans le développement de la réflexion autour de l'histoire de ces clubs. Et ce processus, donc, comme le dit Jean Davalon, donc sociologue, il représente 5 étapes, 5 gestes donc, de patrimonialisation finalement. Et le premier est de prendre conscience aussi de l'intérêt de son histoire et de son patrimoine. Ensuite, c'est de produire aussi du savoir. Et donc là, on voit bien à travers la production d'une brochure donc, sur les 80 ans du GPES, publiée par un membre du club, Thierry Hon, qu'il y a intérêt aussi à montrer l'histoire de ces clubs. Pareil, donc en 2007, lorsque la revue Subaquois de la fédération va publier finalement un bouquin de 900 pages sur l'histoire de la plongée. On va aussi chercher à faire reconnaître cette ancienneté. Et donc, 2021, le GPES est officiellement reconnu comme le plus ancien club encore en activité de plongée sous-marine au monde par le Guinness Book des records. Donc, il y a une manière aussi de valoriser son patrimoine à travers la présentation de panneaux aussi sur le club, où l'on va valoriser notamment des figures tutélaires. Donc, je parlais du commandant Cousteau tout à l'heure, mais il n'y a pas que lui. Donc là, on a dans le répertoire des permis de chasse le permis de Jacques-Yves Cousteau, sa photographie, et sur le site donc, du GPES, une rubrique historique rapide qui va présenter donc, la naissance du club et les principales personnes qui ont contribué justement à la structuration et au développement finalement de la pratique. Donc voilà, on voit un site plusieurs personnes, des personnages illustres, donc Borelli, Beuchat, encore Borelli, Cousteau, Falco, Perrault, Pétron et Deloz. Donc tout cela ont évidemment participé, mais pas que. Beaucoup d'autres sont oubliés. Et c'est souvent aussi les entreprises des clubs, c'est de mettre en avant un certain nombre de personnages clés qui vont pouvoir marquer les esprits.
et peut-être resserrer autour de ces personnages une identité finalement du club, une forme de réappropriation de son histoire et de fédérer aussi les pratiquants. Cela dit, une fois qu'on a vu ça, hein, voilà, on a fait à peu près le tour des archives, on se rend compte qu'il y a peu de choses, que dans leur publication, ils ont mobilisé beaucoup de collections privées, d'anciens membres qui auraient pu garder des photographies, des objets, etc. Et que finalement, il y a assez peu de choses. Et ce peu de choses, justement, il a subi un certain nombre de pertes, hein, donc il y a des pertes à signaler, liées à donc, des disparitions. Voilà, par exemple, les procès-verbaux parlent d'annexes, on n'en a pas trace. Peu de correspondance, peu de photographies ou de films, alors que c'est l'un des fers de lance finalement de ces organisations. Des lacunes aussi dans la conservation de la revue fédérale. Et évidemment, comme beaucoup de clubs et de fédérations, des dégâts, des dégâts des eaux ou incendies qui ont pu causer les pertes. Il y a toutefois des tentatives de protection, de conservation. Donc, en gardant finalement les archives sur place, plus de prêts, puisqu'on s'est rendu compte que ceux à qui on prêtait ne rendaient pas tout, ou incomplet, ou dans un mauvais état. Il y a la numérisation aussi des archives, mais c'est une numérisation, je dirais, artisanale. C'est les membres qui décident de numériser avec leur propre scanner, etc. Donc la qualité est insuffisante, et puis surtout, où est-ce qu'on conserve ces numérisations? C'est pareil, ça reste dans un ordinateur, propriété d'un membre du club, etc. Donc la conservation n'est toujours pas assurée. Mais pourtant, voilà, la fédération a à cœur de s'intéresser justement à ces archives historiques et a créé une mission archives historiques, donc, mais qui a quand même du mal, puisque bon, c'est une petite fédération. Le responsable des archives historiques est pas sur Marseille et donc a une difficulté à conserver un certain nombre de documents. Donc on peut voir l'état voilà, d'une couverture d'un des cahiers, la salle dans laquelle c'est proposé. Et donc finalement, lorsque l'historien est confronté à ce type de sources, lui vient donc l'idée de créer du lien avec le projet de grande collecte. On va dire que ça tombe à pic et que l'objectif est d'arriver à faire comprendre aux organisations et aux membres de clubs que l'on côtoie, que l'on rencontre dans le cadre de cette exposition, qu'il y a un intérêt à conserver ces archives au-delà donc, de leur remise ou de leur petite armoire, mais qu'il pourrait y avoir des dons dans le cadre de la grande collecte. Les archives départementales ou les archives municipales seraient ravis, je pense, d'accueillir ces fonds. Mais le paradoxe de cette conservation, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher leurs archives, évidemment. Il y a un fort attachement donc, à ces archives, une crainte aussi de la disparition des archives, paradoxalement, et c'est dû aussi finalement à une méconnaissance des missions des services d'archives, et voilà, d'un manque aussi de discernement face à cela. Et je dirais même que, au-delà de la méconnaissance, c'est carrément une pensée inexistante par rapport aux services d'archives. La plupart des membres que je rencontre, intéressés sur l'histoire de leur club ou de leur fédération, finalement ne connaissent même pas l'existence d'archives municipales ou départementales. Donc c'est tout l'objectif, justement, de l'historien, lorsqu'il côtoie ces membres-là, d'arriver à créer du lien et espérer finalement une conservation un peu plus efficace de ces fonds qui sont intéressants pour constituer l'histoire de la plongée sous-marine. Merci de votre attention. Bien, merci pour cette intervention qui renvoie à la fois à la mise en association comme moyen de structurer une activité, d'encadrer sa pratique, mais aussi d'engager un processus de patrimonialisation. Donc c'était intéressant. Oui, vous pouvez rester parce je vais inciter, quand je termine une petite synthèse très rapide, j'invite l'ensemble des collègues qui sont intervenus à venir sur la scène. Et donc effectivement aussi la difficulté à inciter les acteurs à déposer leurs archives, une forme de peur d'être dépossédé aussi de son patrimoine, c'est effectivement un biais relativement important. Alors, on a Arthur, oui, qui va gérer avec moi les micros, donc les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les
différentes interventions très intéressantes qui étaient proposées. Là-bas, je vous donnerai la parole. Oui, excusez-moi, Véronique Solivelas-Massuel, je suis la présidente de la commission Honneur, Mémoire et Patrimoine de la Fédération française d'escrime. Donc moi, ce n'est pas une question que j'ai à formuler parce que les exposés étaient très clairs et très riches, mais plutôt des remerciements. Car force est de constater que nous avons tous les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques, des locaux trop petits, et aussi les mêmes projets, des actions très, très similaires. Donc, ça fait du bien de se sentir beaucoup moins seul dans ce qui est parfois un combat, parce que cela a été dit, les fédérations ne sont pas toujours très intéressées par leur histoire et la conservation de leurs archives. Donc, tous, je vous remercie. Je vais vous donner la parole. Oui, c'était juste un petit propos avec le monsieur qui vient nous faire la présentation de la fédération de plongée, pour faire court. Ce qui m'a interloqué, c'était qu'au moment où ça se passe à Marseille, vous parlez d'une activité en 41. Quand vous avez montré les licences là, qui étaient prises, il y avait le fameux manœuvre en 43 qui ne représentait pas forcément la population qui adhérait à ce moment-là. Mais moi, ça me fait penser que c'est quand même en zone libre et qu'il y avait des tickets de rationnement et que comme c'était des pêcheurs, peut-être que ça, c'était intéressant d'avoir un permis et d'être dans ce club-là à ce moment-là. Est-ce que ça serait intéressant d'envisager ça pour des raisons moins sportives que de survie, liées au contexte de la guerre? Voilà, c'était juste ça. Moi, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Merci pour cette question. Alors, 15 minutes, c'est court et j'ai pas pu développer précisément. Mais en effet, on peut se poser la question, en 43, qui adhère et pourquoi? Alors, c'était l'une des préoccupations, notamment du club, hein, puisqu'il y avait des pressions des autorités, notamment parce qu'à plusieurs reprises, finalement, il y a des conflits ouverts avec les groupes professionnels de pêche. Et donc, il va y avoir une réglementation assez stricte. Et on ne peut pas utiliser le dynamitage, hein, parce que c'était une pratique courante. Et les réunions de comité directeur sont jalonnées finalement de ces réprimandes à certaines pratiques qui sont considérées comme inappropriées. On pourrait se dire que finalement il y a des gens qui ont adhéré pour s'adonner à ce type de pratique, sauf qu'ils y ont pensé dès le début et que on n'entre pas au GPES n'importe comment. Et que justement pour encadrer cette pratique, au départ, il faut être présenté par 2 membres du GPES et donc parrainé. Donc c'est une éventualité puisque ce système de parrainage ne résout pas tous les problèmes, mais en même temps ça limite quand même la possibilité de découvrir cette pratique et de l'utiliser justement à des fins autres que le véritable loisir et le sport de chasse sous-marine. Je voulais pas dire qu'ils faisaient des pratiques forcément destructrices. Non. La situation leur donnait peut-être l'idée à ces gens-là de se dire on va se nourrir un peu, quoi. À ce moment-là. Peut-être. En tout cas, vu que c'est du parrainage, généralement, c'est les mêmes milieux sociaux qui se parrainent. Voilà. Julie Deslondes, je suis la directrice des archives du Calvados. Je me permets de rebondir sur 2 des interventions. Alors celle sur la Fédération des patronages de France m'a beaucoup intéressée puisque je présenterai dans quelques minutes le pendant local de l'histoire d'un patronage de ce type. Et c'est vrai que je pense que c'est une histoire extrêmement riche et
assez méconnu, il me semble, ou en tout cas qui mérite vraiment d'être creusé. Et je rebondis aussi sur la présentation qui nous a été faite sur les archives des Bouches-du-Rhône, qu'en plus je connais un peu. Et ça amène aussi, moi, une réflexion sur les enjeux de cette grande collecte, puisqu'effectivement, dans le cas du club, de l'histoire du club que je vais présenter, l'Avant-Garde Caennaise, on est également confronté à ce cas d'un club dont les archives sont très riches et qui ne souhaite pas les donner ou les déposer, ce que, au fond, je comprends. Et autant lors de la grande collecte autour de la Première Guerre mondiale, je faisais partie des collègues qui étaient un petit peu ennuyés par ces opérations de numérisation en masse, les originaux restant en main privée et le travail que ça représentait pour nous. Autant là, sur cette opération, je pense qu'il faut vraiment se poser la question ce que nous, on a fait pour le Calvados, d'une numérisation assez importante, complète, c'est parfois difficile, mais en tout cas des fonds. Parce que, en fait, le fait que le club ne veuille pas les déposer ou les donner, moi je pense que c'est le signe que c'est un club vivant, dont la mémoire est encore vivante, dont l'histoire est encore vivante, avec des gens qui se sentent encore complètement en possession de cette histoire. C'est plutôt bon signe, et notre rôle, c'est pas forcément d'aller à l'encontre de ce souhait. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un peu fragile, c'est dans l'armoire du secrétaire, c'est quand même très très fragile en cas de déménagement de quoi ou qu'est-ce. Enfin, c'est quand même des fonds très importants qui peuvent très vite être perdus. Donc là, on est vraiment dans un cas, ça dépend aussi, bien sûr des moyens, mais où la numérisation me paraît vraiment justifiée par les enjeux voilà, du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Oui, bah, très bien. Merci beaucoup pour toutes vos belles interventions. Je vous propose 5 minutes de pause, donc on va la raccourcir un peu parce qu'on court toujours après le temps. Notre marathon n'est pas terminé. Et puis on enchaîne avec la prochaine table ronde. Merci beaucoup.